parler aujourd'hui de l'exil. Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette émission. 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre, je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce rendez-vous mensuel. L'évocation des migrations humaines nous confronte inévitablement aux frontières érigées par nos semblables. Ces limites représentent l'obstacle le plus périlleux pour celles et ceux qui sont en mouvement, constituant une étape cruciale de leur parcours. Comme le soulignait Fatou Diomé lors d'une émission télévisée il y a quelques années, les flux migratoires en provenance du sud vers le nord sont souvent perçus en Europe comme problématiques, alors que l'inverse est rarement remis en cause. C'est ça, le privilège d'avoir le bon passeport. Pour les autres, les frontières terrestres et maritimes deviennent des zones où la mort peut survenir sans susciter l'indignation du monde, loin de là. C'est dans ce contexte que nous abordons aujourd'hui la thématique des frontières françaises dans cette 5e émission. Durant 1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir Nejma Brahim. Bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu es journaliste et depuis 2020, tu travailles au Pôle International et tu es spécialiste des questions migratoires à Mediapart. Et tu viens de sortir un livre intitulé 2 € de l'heure qui nous plonge dans le monde du travail illégal en France. Merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Louis Weiter, bonjour. Bonsoir. Tu es photojournaliste, tu travailles notamment depuis 2015 sur les questions d'exil, ses causes et ses conséquences. Tu as notamment travaillé à la frontière franco-britannique durant plusieurs années, ce qui t'a amené à écrire le livre L'Abattu, il y a pile poil 1 an, une enquête sur la politique migratoire à Calais et plus largement sur le littoral. Et le dernier invité, c'est Vincent Brengart. Bonsoir. Bonsoir. Tu es avocat au barreau de Paris, tu exerces principalement ton activité en droit pénal et droit public. Et tu traites de dossiers touchant aux libertés fondamentales et tu défends également des personnes venant en aide aux personnes exilées. C'est bien cela? Exactement. Super. Vincent, on va commencer avec toi pour évoquer la frontière franco-italienne. Depuis maintenant 10 ans et le drame de Tarajal sur une plage espagnole qui a causé 14 décès. Malheureusement, le 6 février, des familles de personnes disparues, des personnes rescapées, des activistes solidaires rendent hommage chaque année aux victimes des politiques répressives aux frontières. Et cette semaine de commémoration qui vient de se terminer, des morts aux frontières, fait écho à Briançon dans les Alpes, aux dangers auxquels les politiques de militarisation et de non-accueil exposent les personnes exilées. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte migratoire de cette frontière pour commencer ? Alors, c'est un peu difficile de présenter le contexte migratoire parce que c'est pas forcément, en tout cas, une matière, moi, parce que j'exerce essentiellement en matière de, tu l'as rappelé tout à l'heure, de liberté publique, de droit administratif, et je pense pas être le meilleur acteur pour présenter de façon affinée, si je puis dire, la situation du migratoire à la frontière franco-italienne, mais en tout cas, nous, que le cabinet, ça fait plusieurs années que nous intervenons dans des dossiers liés à ces situations, aux contentieux qu'ils ont pu naître. En fait, la zone de Briançon est une zone de passage avec notamment la proximité avec l'Italie. Elle a cette particularité, notamment géographique, d'être une zone extrêmement montagneuse et donc une zone extrêmement dangereuse, ce qui donne lieu à des passages de centaines de personnes. Après, tout dépend, ça fluctue d'ailleurs en fonction du temps et en fonction aussi des périodes. Et ce sont en fait des personnes qui, je pense que Nejma sera encore plus en capacité de le dire, qui traversent des pays, qui traversent des frontières et qui font parfois des milliers de kilomètres et qui se retrouvent exposés dans une vulnérabilité la plus absolue, eh bien, à ce passage de zones montagneuses et qui donne lieu à, jusqu'à alors, et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure par rapport aux différents changements qui ont pu notamment survenir par rapport aux différentes évolutions juridiques qui sont intervenues encore récemment, à ce qu'il puisse y avoir des mécanismes de pourchasse avec les agents de la police aux frontières et aussi à des pratiques notamment de reconduction à la frontière qui en fait étaient des pratiques depuis maintenant plusieurs années qui étaient parfaitement contraires non seulement à la loi et aussi à un certain nombre d'engagements internationaux, notamment parce que les personnes étaient dans l'incapacité de pouvoir demander sur le territoire national un droit d'asile, comme c'est pourtant normalement requis conformément aux engagements qui ont été ratifiés par la France.
Oui, alors juste pour préciser, c'est à peu près 4000 personnes qui traversent cette frontière chaque année, et tu l'as dit, donc c'est une zone montagneuse. Ces personnes passent par le col de Montgenèvre ou le col de l'Échelle, en tout cas pour pour ceux qui arrivent à Briançon. Ils sont pour la plupart accueillis, en tout cas jusque dernièrement, il y a quelques mois, au refuge solidaire qui est devenu par la suite les terrasses solidaires et malheureusement qui est fermé depuis. Et il y a une association qui s'appelle Tous Migrants. D'ailleurs, tu es le cabinet référent pour cette association. La particularité de cette association, c'est qu'ils font des maraudes en fait dans les montagnes pour aller porter secours aux personnes exilées qui traversent cette frontière. Évidemment, la répression policière est forte. Tu vas nous l'expliquer. Il y a à peu près 36 personnes solidaires qui ont été poursuivies en justice, c'est bien cela. Pourquoi ? Comment tu expliques la répression à l'encontre des associations et comment toi, juridiquement, tu interviens ? Alors, il y a un contexte déjà de persécution qui a été mis en exergue notamment par les autorités administratives indépendantes. Je pense notamment à la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui, dans un rapport extrêmement documenté sur la situation à la frontière franco-italienne, avait documenté les conditions dans lesquelles certains militants associatifs pouvaient être traités par les pouvoirs publics. Et finalement, on voyait que il y avait vraiment un éventail extrêmement large de conduites parce que ça allait parfois d'intimidation, que je dirais de basse intensité, c'est-à-dire des contrôles policiers qui peuvent être des contrôles policiers un peu répétés, notamment des véhicules ou des contrôles directs d'identité, et puis jusqu'à des cas dans lesquels il y a pu avoir une persécution qui est d'ordre judiciaire, et c'est notamment d'ailleurs dans ces circonstances qu'on a été amené à intervenir pour les premières fois, parce qu'on avait notamment défendu en fait les 7 de Briançon, qui avaient été poursuivis pour ce fameux délit de solidarité, donc autrement dit, un délit de solidarité, c'est l'aide à l'entrée ou à la circulation, au séjour des personnes en situation irrégulière sur le territoire. Et donc nous sommes intervenus dans ces cas de figure parce qu'il y avait eu une poursuite qui avait été ordonnée par la justice de ces militants associatifs auxquels on reprochait finalement d'avoir participé à une marche qui s'était notamment tenue en fait en réaction à la présence de générations identitaires précisément au col de l'Échelle, parce qu'on les a un peu oubliés, mais avant que la dissolution soit ordonnée par le ministre de l'Intérieur, ils ont quand même sévi pendant un certain nombre d'années, sans pour autant d'ailleurs être condamnés, même si c'est encore un autre, merci de le rappeler. un autre débat. Alors, je veux dire, ils ont quand même été relaxés, parce qu'ils avaient quand même été poursuivis au pénal, notamment pour s'être vu reprocher le fait de s'attribuer ce qui devait relever normalement de fonctions étatiques, puisque finalement ils s'étaient un peu comportés comme des gendarmes ou comme des gardiens aux frontières, ce qu'ils n'étaient pas. Et donc il y avait eu comme ça des poursuites contre ces militants. Et en fait, on s'est rendu compte que même après d'ailleurs la décision qui avait été rendue concernant Cédric Herrou et la reconnaissance de ce principe constitutionnel de fraternité, que parfois on est toujours sur une ligne un peu rouge où la justice se prévaut finalement d'une forme d'imprécision rédactionnelle de ce principe de fraternité pour pouvoir justifier des poursuites judiciaires qui sont en réalité des poursuites de pure persécution, pour pouvoir justifier la tenue de garde à vue, la tenue de procès contre des militants, mais qui en réalité n'ont fait que se conformer à des engagements qui sont des engagements purement humanitaire. Et c'est d'ailleurs ce qui est tout à fait frappant, moi je pense, par rapport au droit français, c'est que c'est d'ailleurs ce pourquoi on avait milité, notamment devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel, c'est que, contrairement d'ailleurs à ce que pourrait exiger le droit européen, ce qui est assez curieux, c'est que finalement, le droit français ne pose pas forcément la condition de la contrepartie financière comme étant le préalable à la constitution de l'infraction. J'entends par là que moi je considère par exemple, évidemment qu'il y a parfois des trafics, qu'il y a des passeurs, qu'il y a des personnes qui aujourd'hui finalement font leur industrie de la pauvreté et de la précarité. Et ce qui est assez troublant par rapport à la criminalisation du délit de solidarité, c'est qu'en fait la question de la contrepartie financière est indifférente. Alors que justement, je pense que devraient être réprimées uniquement les personnes pour lesquelles l'autorité de poursuite a acquis la certitude qu'il y a pu avoir une contrepartie financière, puisqu'en fait, pour tous les autres cas de figure, moi j'ai encore jamais vu un cas de figure dans lequel finalement la logique était autre qu'humanitaire, et surtout encore une fois par rapport à cette spécificité qu'on a rappelée tout à l'heure par rapport à la région de Briançon. Moi j'avais été assez saisi, notamment lorsque j'avais discuté avec les militants qu'on a pu défendre. C'est une région qui a une solidarité qui est inscrite de génération
en génération. Je veux dire, avec, moi, je me souviens de discussions avec des bergers qui, déjà en leur temps, pouvaient aiguiller sur la direction à prendre dans les montagnes, parce que de fait, lorsque vous connaissez pas, eh bien, vous pouvez rapidement être exposé à des dangers. Donc, en tout cas, c'est ce qui a fait un peu les conditions d'intervention, ce risque de condamnation, et qui aujourd'hui, par exemple, pour l'essai de Briançon, paraît, ça paraît être une décision, ou en tout cas des poursuites qui étaient parfaitement injustifiées, mais je rappelle quand même que il y a eu 2 personnes qui ont été placées en détention provisoire, qui ont fait plusieurs jours de détention provisoire au Baumette, donc dans des conditions tout à fait difficiles, et que le tribunal avait décidé de leur condamnation jusqu'à temps que la cour d'appel les relaxe, mais des années et des années après. Donc on sait qu'il y a des milliers de refoulements qui ont lieu en fait à cette frontière. On sait aussi que les personnes en fait tentent jusqu'à ce qu'elles arrivent à passer. Donc en fait c'est absolument inefficace si on parle de faits. Il y a une décision qui vient d'être rendue en fait par le Conseil d'État. Donc c'est tout récent, ça date du 2 février 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie-là sur cette décision du Conseil d'État qui annule la partie du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet aux forces de l'ordre de prononcer des refus d'entrée aux étrangers. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors justement, ça fait partie un peu des points d'actualisation parce que tout à l'heure, avant de venir participer à cette émission, j'ai eu une discussion avec Agnès Antoine de Tous Migrants pour lui demander un peu quelle était aujourd'hui la situation à la frontière et un peu précisément aussi les répercussions de cette décision. Mais en fait, c'est une décision qui s'inscrit dans le strict prolongement de ce qui est dénoncé depuis 8 ans, à savoir le fait que la manière dont certaines personnes exilées sont refoulées, notamment en Italie, n'est pas conforme au droit européen et aux conditions strictes dans lesquelles ces retours peuvent intervenir. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne, en septembre 2023, a condamné la France, précisément compte tenu des conditions dans lesquelles ces retours pouvaient intervenir. Donc c'est une décision de condamnation qui est intervenue donc il y a maintenant plusieurs mois. Et le Conseil d'État, en février 2024, en a tiré toutes les conséquences en considérant effectivement que notamment cette partie du CZA était pas conforme à nos engagements internationaux et donc a sanctionné la France dans les conditions dans lesquelles elle pouvait opérer l'expulsion de personnes du territoire, et aussi non seulement l'expulsion, l'absence de possibilité, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir faire valoir une demande d'asile sur le territoire national, et également des mesures de rétention aux frontières, pour lesquelles en fait tous les acteurs avaient dit depuis des années qu'elles n'étaient pas conformes et qu'elles n'étaient pas légales, et donc désormais en fait c'est vraiment une décision qui vient confirmer quelque chose que nous savions déjà et désormais donc par rapport. Est-ce que ça va être appliqué ? Voilà, c'est ça la question. Alors pour l'instant justement c'est vraiment toute la question qui se pose, mais d'un point de vue vraiment de l'actualité au moment où on se parle, la décision semble être appliquée. Okay. La décision semble être appliquée et on voit en fait, je pense que les autorités sont un peu dans une sorte d'état, si je puis dire, d'incertitude, parce que déjà la décision est extrêmement récente, parce qu'elle date de février 2024, et pour l'instant en tout cas. Il n'y a pas eu, en tout cas, il y a eu moins de refoulements. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout parce que, là, pour le coup, je suis pas omniscient. Mais le fait est que pour en avoir discuté avec Agnès Antoine, elle m'indique que, en tout cas, il y en a beaucoup moins que dans les conditions dans lesquelles ça pouvait intervenir. Mais maintenant, la question évidemment qui se pose, et comme malheureusement généralement la matière, c'est pour combien de temps et quels nouveaux procédés vont réussir à trouver nos pouvoirs publics pour pouvoir contourner cette décision du Conseil d'État. Alors j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier sur lequel tu as beaucoup travaillé ces dernières années. Le 9 mai 2018, le corps de Blessing Matthew, ressortissante nigériane, a été découvert dans la rivière de la Durance, en aval de la frontière franco-italienne, dans les Hautes-Alpes évidemment. L'enquête ouverte par le tribunal de Gap s'est conclue par un non-lieu en 2021 et n'a pas permis de faire la lumière sur les circonstances du décès ni d'en déterminer les responsables. Border Forensic a produit une contre-enquête qui conduit à contester les conclusions de l'enquête de police judiciaire disculpant les gendarmes. Suite à cela, la famille de Blessing et l'association Tous Migrants ont fait le choix de se tourner vers la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2022. Il vient d'avoir une décision. Quelle est-elle ? Alors malheureusement, la décision, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la France n'avait pas manqué à ses obligations et qu'il n'y avait pas eu de violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais effectivement, c'est un combat qui est mené depuis 2018 par la famille de Matthew Blessing et également par l'association Tous Migrants. Tout a été fait. Alors il se trouve que nous, on est intervenu en fin d'information judiciaire au moment où le dossier était déjà
assez avancé, mais ce qui déjà était assez consternant, c'est que c'est un dossier qui était construit comme étant assez à charge contre Matthew Blessing, et qui est extrêmement protecteur, notamment de la parole des gendarmes, et on l'a bien vu d'ailleurs à travers non seulement les incohérences qui ont été révélées par l'examen des différents procès-verbaux et des différentes déclarations qu'ils ont pu faire, et des incohérences qui ont définitivement été confirmées effectivement par ce travail monumental qui a été fait par Border Forensic et qui est venu confirmer effectivement qu'il y avait des déclarations qui n'étaient pas conformes à des réalités géographiques. Un témoignage qui est apparu et qui a fait en fait basculer un peu le dossier. C'est pour ça que vous avez rouvert en fait le dossier. Un témoin oculaire, en fait, un ami de Matthew Blessing qui était présent avec elle et qui a vu ce qui s'est passé. Exactement. Avec des gendarmes. Tu peux rajouter, Nejma? C'était un compagnon de route plus qu'un ami, puisqu'ils s'étaient rencontrés sur le parcours durant le parcours migratoire. Effectivement, ouais, c'est un véritable feuilleton finalement, l'affaire Blessing Matthew. Nous, on a pensé et je pense que c'est aussi le cas de tous migrants évidemment et de la sœur de Blessing notamment, mais quand ce témoin a fait le choix de sortir de l'ombre, ce qui impliquait aussi une certaine prise de risque pour lui, puisqu'il était dans une situation administrative assez incertaine. Il a fallu aussi le retrouver puisqu'il avait disparu pendant un temps, ce qu'on peut comprendre après un tel traumatisme. On a vraiment pensé que ça pourrait finalement faire basculer cette affaire et permettre effectivement de rouvrir l'enquête et pourquoi pas de retrouver les gendarmes qui avaient ce matin-là pourchassé Blessing Matthew et les deux personnes qui l'accompagnaient. C'est vrai qu'on a été assez surpris et pour l'association Tous Migrants, pour avoir un peu échangé avec eux, c'était une énorme déception pour le coup, pour eux et pour les proches de Blessing Matthew, au moment où la CEDH rend cette décision plutôt défavorable. Après, c'était une décision assez particulière puisque en soi, il n'y est pas tout à fait. Enfin, ça, peut-être que je laisserai Vincent Mingart compléter. C'est vrai que c'est particulier. On aurait pu attendre une décision peut-être un peu plus courageuse, mais ça n'a pas été le cas. Mais je laisse Vincent compléter. Et justement, c'est quoi la suite maintenant, en fait, après cette décision de la CEDH ? Alors, la suite, c'est que précisément la CEDH intervient au moment où on a épuisé toutes les voies de recours. Donc c'est difficile de savoir ce que pourrait être la suite, parce que il y a toujours un partage entre à la fois, je veux dire, c'est partage aussi bien dans le domaine judiciaire que dans d'autres, mais dans le fait de se dire, est-ce que on est pugnace et on va jusqu'au bout, mais en même temps la pugnacité, c'est pas non plus entreprendre des voies de recours pour connaître une succession d'échecs et une succession de déconvenus. Mais c'est vrai que il y a rien qui n'allait finalement. Qui allait dans cette procédure, parce que je l'ai dit tout à l'heure par rapport effectivement aux conditions dans lesquelles cette enquête a été faite, et ce qu'a rappelé Nejma sur ce témoignage nouveau qui était à notre sens complètement déterminant, parce qu'en fait il faut bien comprendre que c'était une personne qui n'avait pas pu être touchée pendant l'enquête qui avait été menée par la gendarmerie sur la mort de Matthew Blessing, précisément parce qu'il était dans un état de précarité qui faisait que non, il n'avait pas forcément d'adresse, pas forcément de numéro de téléphone qui ferait que du jour au lendemain il pouvait répondre, et je pense même que la justice à un moment donné avait regretté, je veux dire, de pas avoir pu le toucher, et pour autant lorsque il y a ce contact avec Tous Migrants et qu'on parvient et qu'il a le courage de donner ce témoignage, parce que non seulement c'est un élément nouveau, et en plus dans ce témoignage nouveau il vous dit pas simplement tiens, moi j'apporte une précision sur le fait que l'herbe était verte, il vous dit qu'en fait il a vu clairement la pourchasse être opérée par les gendarmes, et donc le caractère déterminant de l'action des gendarmes sur le décès de Matthew Blessing. Et pour autant ça n'a pas été pris en considération, et la CEDH considère qu'il ne devrait pas y avoir matière à redire d'un point de vue procédural. Donc on voit bien qu'à cette frontière, les solidaires, les personnes solidaires sont criminalisées, le refoulement existe depuis 2015, et qu'elle est aussi meurtrière. Il y a 10 personnes décédées, 3 disparues, 10 blessés graves et des centaines d'autres à des degrés divers lors de la traversée en montagne. Et il y a une autre affaire que tu as couverte, Nejma. C'est une tragédie à cette frontière dont j'aimerais que tu nous parles. C'est celle d'Omar El Khouli. En quoi sa disparition elle est symptomatique de la politique migratoire française ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, je dirais que c'est un cas assez emblématique finalement de la violence qu'on peut retrouver aux frontières, à nos portes, à l'instar de l'affaire Blessing Matthew, et Louis pourrait aussi nous parler malheureusement de tous les décès à la frontière nord du côté du Calaisis et du Dunkerquois. Omar El Khouli, en fait, il a été c'était un Égyptien, pour le présenter en quelques mots, qui avait 35 ans, et il a été présenté dans la presse comme le migrant qui a été tué par balle par la police dans un refus d'obtempérer à la frontière franco-italienne. C'était en juin 2022. À l'époque, ça avait vraiment fait les gros titres, et la presse s'était arrêtée là finalement. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a noué un contact avec l'avocat des victimes, puisqu'il y avait des rescapés dans ce groupe de personnes qui donc avaient traversé la frontière à bord d'une fourgonnette qui était conduite par des passeurs, 2 en l'occurrence, et donc on a noué contact avec ces rescapés et leur avocat, et on a creusé et on a découvert en réalité que c'était une toute autre histoire que celle qui avait été présentée en quelques paragraphes dans les médias. Et en fait, Omar El Khouli vivait en France. On découvre qu'il vivait en France depuis 13 ans, ce qui est quand même énorme, qu'il avait beaucoup travaillé en France, notamment dans le secteur du BTP. C'est un monsieur qui a par exemple participé à repeindre l'hôpital Revers-de-Bray à Paris, que je pense tous ici connaissent, au moins de nom, et qui en réalité s'était retrouvé à partir en Italie à bord d'un train, tout simplement. Donc c'était pas le parcours classique d'une personne en migration qui arrivait sur le territoire français de manière dite irrégulière. C'est quelqu'un qui vivait déjà en France depuis 13 ans, qui était pleinement inséré, qui travaillait, qui avait aussi une vie sociale épanouie. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport à la salle de sport. C'était quelqu'un qui faisait par exemple les courses pour sa voisine âgée de son immeuble, etc. Donc c'était quelqu'un qui était parfaitement inséré et qui avait donc fait ce choix, un peu contraint certes, de partir en Italie pour essayer d'obtenir une carte de séjour, parce qu'il était empêché d'en obtenir une, je vais y arriver, en France. Notamment à cause des problématiques liées à la dématérialisation en préfecture. On le sait maintenant, c'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur depuis environ 3-4 ans, et qui, en réalité, au lieu de faciliter les démarches pour les personnes étrangères qui vivent en France, vient les compliquer davantage, puisque autrefois on pouvait observer des files d'attente devant les préfectures, et aujourd'hui ces files d'attente, elles sont devenues virtuelles. Les gens patientent devant leur écran, soit de téléphone, soit d'ordinateur, dans l'espoir inachevé d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer un dossier de première demande de titre de séjour, ou de régularisation, ou de renouvellement de titre de séjour. Et lui, c'est exactement ça. En fait, il était complètement bloqué dans ses démarches en France, parce qu'il n'arrivait pas à obtenir un rendez-vous en préfecture. Il avait pourtant constitué tout un dossier que nous, on a pu, lors de notre enquête, consulter, avec toutes les preuves de son existence en France, puisque c'est ça qu'il faut faire quand on demande une régularisation en France. Et donc, compte tenu de ces blocages, il a fait le choix, parce qu'il a eu des contacts qui lui ont proposé cette suggestion, d'aller en Italie pour essayer d'obtenir une carte de séjour là-bas, parce que ce serait plus facile d'en obtenir une là-bas. Et c'est à son retour, finalement, puisque à l'aller, il a pu prendre le train, mais au retour, sans papier, c'était moins évident, évidemment. C'est au retour qu'il a été abordé à proximité de la gare de Vintimille par un passeur qui lui a proposé à lui et l'ami qui l'accompagnait de traverser la frontière à bord de cette fourgonnette maudite dans laquelle il a trouvé la mort. Et vraiment, c'est un cas symptomatique de la violence qu'on peut trouver aux frontières, mais aussi de la défaillance, je dirais même de l'échec de nos politiques migratoires en France, parce qu'en fait, si ce monsieur avait pu tout simplement déposer son dossier de demande de régularisation en France, il n'aurait jamais entrepris ce trajet de la mort, et il serait encore parmi nous aujourd'hui. À la frontière franco-britannique, les tragédies aussi se succèdent. Et d'ailleurs, tu as décidé de commencer ton livre, L'Abattu, en rendant hommage aux 350 personnes décédées à cette frontière depuis 1999. Ça représente 4 pages. Qu'est-ce que cela signifiait pour toi de mettre un nom sur ces personnes dont on ne parle jamais, ou dont on parle très mal quand on en parle ? Il est très dur de
médiatiquement, on voit que les histoires derrière les drames, c'est quelque chose de très récent qu'on raconte, que les médias racontent et tentent de donner des visages, des noms et des histoires aux personnes qui sont politiquement et médiatiquement d'ordinaire simplement des chiffres. À la frontière franco-britannique comme ailleurs, on a tendance à dire un drame, 27 personnes, 27 naufragés, 27 décès. Donc c'était important de reprendre le travail qui a été fait notamment par Maëlle Galisson qui a collecté tous ces noms ces dernières années-là et de mettre en valeur ces noms et ces histoires qui sont dramatiques et quotidiennes presque à Calais. Pourquoi tu as décidé d'aller t'installer durant 1 an à Calais pour couvrir la situation ? Parce que c'est pas facile, tu vas nous raconter un peu et on va rentrer un peu dans le détail. Tu avais déjà couvert en fait le démantèlement de la jungle de Calais et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir et à t'installer, poser ton bagage et d'y passer 1 an pour couvrir tout ça ? Alors c'était un travail que je continuais à faire depuis 2016 et l'expulsion de la Grande Jungle, donc qui était le plus grand bidonville d'Europe à ce moment-là. Il y a plus de 10 000 personnes qui y survivaient. Il y avait un intérêt personnel entre guillemets assez fort sur cette thématique-là, qui partait un peu d'une frustration aussi médiatique qui est Calais, ça revient dans les médias depuis la fin des années 90. Donc il y a un peu une frustration de voir et de s'entendre dire par des rédacteurs et des rédactrices en chef notamment, bah ouais mais oui, Calais on en a parlé il y a 3 mois, etc. Et malheureusement, le drame de cette frontière, c'est que la misère et la violence, c'est devenu une telle routine que ce serait plus du tout de l'actualité d'en parler. Donc je trouvais ça intéressant d'y retourner, de m'y installer et d'essayer de creuser en fait pendant 1 an et plus cette stratégie mise en place depuis 2016 et l'expulsion de la Grande Jungle, qui est la stratégie du 0 point de fixation. Donc qu'est-ce que c'est que cette stratégie-là ? L'État a décidé qu'il ne voulait plus voir de campements se former, des campements durs, donc avec des palettes, avec un accès à l'eau, un accès parfois à l'électricité, comme on pouvait le voir en 2015. Et pour ce faire, il emploie chaque 48 heures des brigades de CRS ou de gendarmes mobiles pour faire évacuer et expulser les campements. Donc on assiste à quelque chose d'absurde mais d'extrêmement violent qui est toutes les 48 heures, on a une 50aine de CRS qui arrivent sur le campement, qui en expulsent les personnes. Et ces personnes-là, 5 minutes après, reviennent sur le même terrain, souvent délestées de leur tente. Pour redonner un peu des chiffres, en 2021, il y a eu 1226 expulsions. En 2022, il y en a eu 1746. C'est ça. Et en 2023, on n'a pas encore les chiffres, je crois. Le rapport de Human Rights Observers n'est pas encore sorti, mais les bénévoles sont sur le coup. J'en ai la confirmation. Et pendant ces expulsions-là, il y a eu 5800 tentes et bâches confisquées. Donc, c'est-à-dire que il y a la confiscation des effets personnels qui s'accompagne souvent, quand on confisque une tente, à l'intérieur il y a un téléphone portable, il y a des papiers de demande d'asile, il y a parfois de l'argent liquide aussi, pour aider à survivre au quotidien ou à payer un éventuel passage. Et tout ça, on n'en voit plus la couleur après, quoi. Oui, et puis d'après les associations, c'est à peu près 2000 personnes qui vivent à Calais et 4000 le long du littoral. Hein. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est très fluctuant en fonction des conditions météorologiques également. La Manche, faut savoir que là, en plein hiver, elle est à peine à 10 degrés. Donc il y a parfois moins de passages en hiver que lorsque les beaux jours arrivent. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, par exemple, sur certains petits campements où il y a 200 personnes la veille, un jour de beau temps, le lendemain, on peut arriver sur place et voir que les 2 tiers des personnes ont réussi à passer dans la nuit, par exemple. Tu parlais de la stratégie du 0 point de fixation. Comment tu as pu documenter ces expulsions, parce qu'on sait que les journalistes en tout cas les journalistes qui ne sont pas accrédités, donc de préfecture, ne sont pas autorisés ou très difficilement autorisés à approcher en fait ces expulsions. T'as pourtant pris une image, t'as pourtant photographié, une image qui est devenue un peu virale pour illustrer cette stratégie-là, qui est, on voit un policier lacérer une tente. C'est pas un policier. Non. Oui, exactement. Et justement, tu vas nous expliquer qui est cette personne qui travaille pour une entreprise privée. Alors ça, on peut en parler, de la couverture qui est empêchée, mais que ce soit la couverture journalistique ou le travail des associations qui veulent documenter les expulsions, notamment Human Rights Observers, ce travail-là est entravé en permanence. Donc on est là le 29 décembre 2020, donc entre la période de Noël et de la nouvelle année. À Grande-Synthe, un campement est expulsé au petit matin. Et là, les policiers font ce qu'ils font en permanence, c'est qu'ils instaurent un périmètre de sécurité qui, officiellement, est là pour protéger les journalistes d'éventuelles agressions, des couteaux et des armes qui se trouveraient dans les campements. Et
ce périmètre empêche d'approcher. Avec mon confrère ce jour-là, Simon Ami, et tous les jours qui ont précédé et tous les jours qui ont suivi leurs 2 expulsions à Calais et dans le Dunkerquois, on a été empêchés de faire notre travail. C'est-à-dire que ce périmètre nous empêchait de nous approcher, que ce soit moi en termes d'images, donc d'avoir des images de comment ça se passe, ou tout simplement d'un point de vue journalistique, d'avoir les récits de ces expulsions. Comment elles se passent? Est-ce que vous avez été maltraité? Est-ce que vous avez été violenté? Est-ce qu'on vous a rendu votre tente? Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez être emmené dans les bus? C'était impossible de faire ce travail-là. Donc on a décidé de questionner en fait ce périmètre et d'aller en justice pour essayer de le faire sauter tout simplement, ce qui malheureusement n'a pas marché. On a été épaulé par le SNJ notamment, par Vincent qui est là aussi, qui se sont brillamment battus pour essayer de faire en sorte que les préfectures puissent nous laisser travailler. Malheureusement, la préfecture, le Conseil d'État notamment, a considéré qu'il n'y avait pas possibilité de faire sauter ces périmètres-là ou même de les rendre moins imposants, parce qu'on est souvent mis à 300, 400, 500 mètres. Donc ce jour-là, le 29 décembre, le jeu du chat et de la souris commence. C'est un peu le travail du journaliste, c'est quand on lui dit de s'arrêter là, il n'a pas forcément envie de s'arrêter là. Je rentre dans cette forêt-là avec Simon et je fais cette photo d'un agent de nettoyage. Donc c'est des boîtes de nettoyage, des boîtes privées mandatées et payées par les préfectures qui se chargent de, entre guillemets, nettoyer les lieux lors des expulsions. Sauf que là, on est dans vraiment un moment qui dure 30 secondes, même pas 30 secondes, entre le moment où le policier arrive et enjoint à la personne qui est sous la tente de se barrer, et le moment où la personne arrive avec son opinel et découpe la tente sous laquelle Akam, un jeune kurde de mon âge, survivait à ce moment-là. Et cette photo-là, elle a, via les réseaux sociaux, puis ensuite le Canard enchaîné, Libération, etc., mis en lumière une pratique qui était pourtant dénoncée par des associatifs et des personnes exilées depuis déjà plus de 2 ans à ce moment-là. Mais vu qu'il n'y avait pas d'image, on ne croyait pas. Il y a toujours ce truc-là de on va y croire quand ce sera documenté en images. Pourquoi ne pas... C'est ça. Pourquoi ne pas tout simplement croire des personnes? Pourquoi les personnes iraient inventer qu'on lacère leur tente au petit matin, quoi. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est scandalisé à la télévision. Mais comment peut-on imaginer que nous donnions des consignes pour faire ça? Et quelques semaines après, Gérald Darmanin trouve la parade. Il annonce le licenciement de la personne qui lacérait les tentes, qui est un intérimaire de cette boîte Ramerie à Grande-Synthe. Quelques mois après, on retourne sur des expulsions avec d'autres journalistes, notamment moi on commande pour Associated Press, et bam, on redocumente ces pratiques-là. Donc rebelote et redénonciation. Si aujourd'hui la lacération des tentes n'est plus forcément une pratique qu'on constate et qu'on arrive à voir sur le terrain, qui n'existe plus forcément, en revanche les tentes elles sont toujours détruites à la fin de ces expulsions. Donc la finalité est la même. Bien sûr, et d'ailleurs les associations qui sont sur place, qui sont très nombreuses à Calais, elles sont au nombre de combien présentes et qui pallient en fait au manquement de l'État. Juste pour préciser, les associations distribuent de la nourriture, distribuent des tentes, des couvertures, tout ce qu'ils peuvent, apportent une aide médicale, même pour recharger les téléphones, du bois aussi pour se chauffer, puisqu'il n'y a que ça dans les campements pour se chauffer, notamment l'hiver ou pour cuisiner. Et les stocks s'épuisent. À chaque fois, les associations disent on n'a plus rien, quoi. On fait des chaussettes avec des couvertures de survie. C'est ce qu'ils disaient il y a encore un mois. Enfin, c'est ce qu'ils font. Oui. C'est ce qu'ils font, et c'est absolument dramatique, en sachant qu'il y a une pression de l'État sur ces associations qui sont aussi criminalisées, comme à la frontière franco-italienne et un peu partout. Je te demandais, elles sont combien d'associations il y a à Calais? Il y a une quinzaine d'associations qui sont organisées très différemment. Il y a des grosses ONG assez connues au niveau national ou international, des assos parfois un peu plus politiques, organisées horizontalement avec vraiment des décisions communes, etc. Mais chaque semaine, le mardi, il y a une réunion d'inter-assos où toutes ces personnes-là se rassemblent pour décider un peu de comment s'organiser dans la semaine qui vient, quel est le point de situation, combien de personnes sont en demande, quelles sont les grosses demandes, etc. Mais il y a vraiment un tissu associatif très fort, et de personnes qui viennent d'ailleurs, donc de Paris, Toulouse, Marseille, d'Angleterre, du Royaume-Uni, d'Allemagne. Et en revanche, il y a aussi beaucoup
de Calaisiens et de Calaisiennes qui sont solidaires aussi. Et on a tendance un peu à invisibiliser ces personnes-là aussi. Moi-même, le premier, quand je suis arrivé à Calais, j'avais cette image de Calais, nord de la France, ville de fachos. Et en fait, il y a des solidarités très fortes, que ce soit d'assauts religieuses, d'assauts non confessionnels. Enfin, il y a vraiment un tissu solidaire, de citoyens et de citoyennes exactement qui. Des figures d'ailleurs très très importantes. C'est ça. Et depuis 20 ans, ils voient cette situation perdurer, se sentent abandonnés aussi par l'État et disent on peut pas laisser ces gens comme ça. Donc, et je pense qu'il faut vraiment souligner le travail colossal fourni par à la fois les salariés mais aussi les bénévoles qui travaillent à cette frontière, parce que il y a aussi un effet d'usure. Ces personnes, elles sont, tu le disais, criminalisées, tout comme on a pu voir cet aspect criminalisant à d'autres frontières, et elles sont aussi harcelées, c'est-à-dire que quand elles font un travail de terrain, elles sont aussi contrôlées. Il y a des contrôles d'identité sur les associatifs, où on va leur demander leur pièce d'identité, où on va aussi leur donner des amendes forfaitaires pour des raisons totalement injustifiées. Et ces personnes, en fait, elles ne font que sauver des vies, finalement. Bien sûr. C'est ça qui est terrible. Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, de rappeler le contexte. À la frontière franco-britannique, les personnes qui vivent dans ces campements de fortune, elles veulent toutes traverser la mer pour aller au Royaume-Uni. Et j'aimerais venir à cette question, toi Nejma ou toi Louis, pour y répondre. C'est quoi les accords passés entre la France et le Royaume-Uni? On voit bien qu'il y a un jeu en fait entre les deux. On se renvoie la balle. On sait qu'il y a des millions mis sur la table pour, en tout cas de la part du Royaume-Uni, vers la France pour empêcher les personnes de passer, mais elles finissent par traverser et parfois avec des drames. Entre la France et le Royaume-Uni, ils ont les accords du Touquet de 2002, si je me souviens bien, ont déplacé la frontière britannique à Calais. C'est-à-dire que quand on prenait l'Eurostar, quand il passait encore à Calais, c'est à Calais qu'on se déclarait auprès des autorités britanniques. Idem au niveau marin, quand on fait du transport maritime, on doit se déclarer avant de passer en ferry. En gros, le Royaume-Uni a délégué à la France la gestion de sa frontière, qui du coup n'est pas en mer mais sur terre. Ce qui a fait que les Français doivent financer aussi de tout ce qui est barrières, logiciels, de détection, barbelés, etc. Et moi j'avais des chiffres un peu qui sont assez hallucinants. La France se targue souvent d'agir à cette frontière-là et à ces autres frontières avec humanité et fermeté. C'est un peu le mantra de Gérald Darmanin et de tous les ministres de l'Intérieur qui succèdent. Pour caler la mobilisation des forces de l'ordre et la sécurisation des infrastructures, donc les barrières et tout, c'est 100 millions d'euros. C'était 100 millions en 2020. La partie humanitaire, donc l'hôpital, l'accès à l'eau et sanitaire, 25 millions. Donc on a une humanité à 25 millions, mais une fermeté à 100 millions d'euros. Et ça, c'est sans compter les chiffres donc des fonds alloués par le Royaume-Uni à la France. Et j'ajouterais, mais en deux mots, parce que Louis a déjà été hyper complet, qu'en réalité, toute cette politique répressive qu'on peut constater sur place et ce harcèlement aussi, notamment du point de vue des expulsions qui reviennent régulièrement, a des effets finalement un peu contre-productifs par rapport aux objectifs du gouvernement. Parce qu'en fait, moi, pour y être allée là plusieurs fois ces derniers mois, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes exilées sont tellement épuisées par ce qu'elles subissent sur place que certaines commencent à se demander si elles vont pas demander l'asile en France. C'est ça qui est fou. Alors évidemment, l'objectif, disons, officiel de l'État français, puisqu'il y a ces fameux accords et qu'il y a des millions d'euros en jeu, c'est de surveiller les frontières et d'empêcher ces personnes de traverser, mais en réalité, elles veulent. L'État français ne souhaite pas particulièrement que ces personnes restent en France, parce que ça augmente les chiffres de l'immigration et de l'asile en France. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, finalement. Ces politiques sont totalement contre-productives et inversées. D'ailleurs, j'aimerais qu'on aille à Mayotte, qui est un autre endroit. Une autre frontière. Sans transition, qui est un département français situé dans l'archipel des Comores. Vous vous êtes rendus tous les deux à Mayotte, notamment lors de l'opération Wambushu au printemps dernier. Ça devait être une opération de 3 mois. Finalement, elle dure. C'était quoi l'objectif initial de cette opération pour qu'on comprenne bien ce que c'est? Nejma, si tu veux commencer.
Oui, alors c'est une opération qui a été préparée en catimini par le ministère de l'Intérieur jusqu'à ce que ça fuite dans le canard enchaîné. Notamment, enfin moi j'avais eu des échos parce qu'il y avait énormément de réservations d'hôtels pour les forces de l'ordre à l'époque en fait. C'est comme ça que ça a fuité, je pense. Et effectivement, quand on y allait, il y avait tout simplement pas de chambre dispo à l'hôtel. Bref, et en fait donc c'est une opération qui a été mise en place pour lutter contre l'immigration illégale, entre guillemets, et contre l'insécurité, donc finalement en traçant un signe égal entre ces deux phénomènes, hein, comme le font souvent les autorités, et qui donc a conduit au déplacement de beaucoup de forces de l'ordre sur l'île, une venue vraiment brutale et importante pour notamment lancer une forme de machine à expulser les personnes qui seraient en situation dite irrégulière sur place, y compris quand elles ont des enfants qui peuvent être nés à Mayotte. Mais c'est une opération qui a très vite montré ses limites, notamment parce qu'il y a eu tout de suite, il y avait aussi parmi les objectifs le démantèlement des bidonvilles dans lesquels peuvent habiter. Il y a eu 400 logements de bidonvilles qui ont été détruits selon Gérald Darmanin. Ouais. Il y a eu 1327 interpellations. Voilà, ça a eu lieu. Et selon le ministère de l'Intérieur, ils estiment que les violences sur les personnes, comme les vols avec violence, ont baissé de 10% depuis le début de cette opération. Ouais, et donc on a vu très vite une première décision de justice venir et finalement annuler le démantèlement le tout premier démantèlement qui était prévu pour l'un des bidonvilles. Voilà, on a vu un nouveau lieu de rétention administrative à peine ouvert et quasiment vide. C'était totalement paradoxal. D'ailleurs, on s'y est retrouvé avec Louis. On a vu ensuite dans les mois qui ont suivi, parmi les ouvriers, un habitant d'un bidonville contraint finalement de démanteler son propre lieu de vie et qui est décédé ensuite à l'issue du démantèlement. Voilà, on a vu comme ça beaucoup de petites choses. On a aussi vu, nous on l'a documenté à Mediapart, un cas de violence policière assez fort avec un jeune qui a été blessé par balle, des choses qu'on n'observe pas forcément sur la métropole, sur le territoire de la métropole. Voilà, on a vu beaucoup de petits signes comme ça finalement je dirais d'échec pour cette opération qui effectivement aujourd'hui reprend puisque Gérald Darmanin s'est déplacé sur place, et puis je laisserai Louis compléter, il a aussi j'imagine beaucoup de choses à dire. Ouais, et comment c'était sur place? Tu peux nous raconter, parce que cette couverture médiatique montrait surtout l'avis favorable de la population mahoraise pour exprimer leur accord avec cette opération de grande ampleur. Comment c'était sur place? Qu'est-ce que toi t'as vu en fait, Louis, de tes propres yeux? Alors, on travaille avec un ami qui s'appelle Cyril Castellitti, qui est journaliste aussi, qui connaît très très bien le coin. On avait déjà travaillé aux Comores et à Mayotte en 2019. Donc, sur les deux territoires, un peu sur cette question-là également. Cette opération a été accueillie assez favorablement par une partie de la population qui est très engagée sur ces questions d'insécurité notamment, et très anti-immigration aussi, hein. On peut pas forcément décorréler non plus les discours qu'il y a pu avoir, des discours assez durs, parfois extrêmement xénophobes et d'une xénophobie assumée envers les Comoriens, notamment sur l'hôpital. Cette opération, ça a été un échec dans le sens où dès les premières semaines, la violence a redoublé d'intensité aussi à certains endroits. Les blocages reprenaient, et ça a excité aussi une partie de la population qui voulait plus de fermeté de la part de l'État. On a vu notamment le blocage de l'hôpital public, le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, par des collectifs pro-Wambouchou, qui voulaient empêcher à des personnes sans papier d'accéder à des soins. Donc ça a duré plusieurs semaines où des groupes de femmes notamment bloquaient l'entrée des hôpitaux, bloquaient l'entrée du bureau des naissances et empêchaient à des personnes de simplement se soigner, au mépris des règles d'accès comment on appelle ça, au droit, et au bâtiment public et puis au service public, voilà, exactement. Il faut rappeler que la population mahoraise n'a accès à l'eau potable qu'1 jour sur 3 en moyenne. Ça, c'est aussi un contexte qu'il faut rappeler pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe en fait sur ce département français qui est complètement oublié et délaissé. Il y a la chef du gouvernement, donc Elisabeth Borne, enfin l'ancienne chef du gouvernement, qui en décembre, le 8 décembre, s'est rendue sur place et a déclaré
d'arrêt, on va vraiment mettre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité à Mayotte. Il faut sans doute refaire des opérations coup de poing pour marquer un coup d'arrêt sur ces violences. Elle a ensuite ajouté, s'il faut mettre davantage de moyens à Mayotte, nous en mettrons pour que les personnes puissent être jugées et condamnées. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, je pense, que l'État français à Mayotte est assez désimpliqué sur beaucoup de questions, que ce soit sur la question de la santé, que ce soit sur la question judiciaire, de l'école. Il y a quand même une problématique sur l'accès à l'eau notamment. Pour l'État, c'est un endroit stratégique, Mayotte, pour la France. Mais est-ce qu'on y met les moyens est-ce que c'est pas considéré comme un endroit de seconde zone en France ? J'ai l'impression que si, quoi. Des reportages sur le terrain, du sentiment d'abandon des personnes, qu'elles soient avec ou sans papier, ou d'origine comorienne, ou française. Enfin, il y a quand même un sentiment d'abandon de toutes les personnes sur ce territoire que j'ai pu rencontrer. En fait, les autorités en font indirectement une zone d'exception. Moi, mon analyse de la situation, c'est qu'en fait, ils laissent volontairement pourrir la situation sur place, tout simplement. En fait, moins ils investissent à Mayotte, sur tous les plans, le plan effectivement éducatif, culturel, social, économique, plus évidemment, ça crée de la frustration, ça crée des problématiques d'inégalité sur le territoire, c'est une évidence. Et donc, ça crée des divisions au sein de la société. Finalement, c'est un peu la stratégie de diviser pour mieux régner. On préfère laisser certaines personnes s'en prendre aux autres, en l'occurrence les plus vulnérables, pour ne pas faire d'efforts et investir davantage à Mayotte. C'est pour moi, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et je trouve que là, ce qui se passe avec ces collectifs qui de plus en plus revendiquent et assument des idées d'extrême droite, c'est un peu finalement le résultat de cette politique où on ne fait rien, on abandonne et puis on voit ce qui se passe ensuite. C'est dramatique. Et au final, ces collectifs ne s'en prennent pas aux bonnes personnes. Ils devraient se retourner contre les politiques parce que ce sont eux les responsables. Ce ne sont pas les vulnérables qui viennent là à la recherche soit d'une vie meilleure, soit de soins, parce que parmi les personnes qui traversent, il n'y a pas que des femmes qui viennent pour accoucher. Il y a aussi des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées qu'on a pu voir aborder quoi ça, des jeunes, oui, des enfants, des mineurs non accompagnés qui font la traversée seuls. On peut pas résumer ça à des femmes qui viendraient pour accoucher et profiter du système. C'est pas vrai. En 2019, on avait justement été à l'hôpital aux Comores pour voir un peu à Moroni comment le système hospitalier fonctionne. Et oui, c'est un système hospitalier en complet délitement du côté comorien, sans investissement non plus. D'ailleurs, il vient d'avoir une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré dimanche qu'il y aurait une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol à Mayotte. Il a dit qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français sur cette île française. Et là, je me tourne vers toi, Vincent. Est-ce que cette volonté de supprimer le droit du sol a des chances d'aboutir ? Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi ensuite ? En fait, elle pourrait avoir des chances d'aboutir si on modifie la Constitution. C'est vraiment le point justement qui nous concerne, parce que s'en prendre aujourd'hui au droit du sol, c'est porter atteinte au principe de non-discrimination, c'est porter atteinte à l'égalité devant la loi, c'est porter atteinte à un certain nombre de principes, et aussi le principe d'indivisibilité. Peut-être, juste pour rappeler quand même un certain nombre de notions juridiques, ça a été dit tout à l'heure, Mayotte est un département français. En tant que département français, il relève de l'article 73 de la Constitution, qui fait que tous les départements sont soumis de façon égale à l'application de la loi. Mais la loi prévoit aussi, cet article 73 de la Constitution prévoit aussi qu'il peut y avoir, dans certaines circonstances particulières, des modifications législatives et des adaptations en fonction de ces circonstances particulières. Mais le principe doit demeurer celui de l'indivisibilité. Et donc, de ce point de vue, ce qui pose évidemment la question de la constitutionnalité de ce qui est réclamé par Gérald Darmanin, c'est que vous avez un droit français qui a reconnu et qui reconnaît le droit du sol, autrement dit le droit pour un mineur de pouvoir bénéficier de la nationalité française même lorsque ses parents sont étrangers, et à partir d'un moment où un certain nombre de conditions sont réunies, notamment tirées du nombre d'années passées sur le territoire national. Et ça, c'est un droit du sol qui trouve à s'appliquer partout. Et théoriquement, il est le même partout.
sauf que c'est un droit du sol qui a été durci s'agissant de Mayotte par l'intervention du législateur en 2000 et en 2018, puisque contrairement à d'autres territoires, eh bien, il a considéré que même si les parents pouvaient toujours être étrangers et il pouvait toujours y avoir la possibilité d'obtenir la nationalité française, eh bien, en attendant, il fallait quand même justifier une condition de régularité d'au moins l'un des deux parents sur le territoire national depuis au moins 3 mois. Et donc déjà en fait en 2018, il y avait eu ce basculement normatif qui était un basculement, si je puis dire, d'exceptionnalisation du droit propre à la situation de Mayotte, mais en fait, on ne peut comprendre ce droit dérogatoire qu'au regard de ce que je disais tout à l'heure à l'article 73 de la Constitution, où si ça a été validé par le Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel a considéré que Mayotte traversait une situation migratoire exceptionnelle, compte tenu notamment du fait que plus de la moitié de la population est étrangère, contrairement à la métropole, et que c'est cette situation exceptionnelle qui devait conduire à des mesures exceptionnelles, et donc, en l'occurrence ici, à durcir la législation. Par la suite, vous avez notamment eu en 2024 un souhait qui a été opéré de durcir encore plus ce droit du sol à Mayotte, et en demandant finalement que ce soit pas simplement un parent qui soit en situation régulière sur le territoire, mais les deux, et que la condition des 3 mois passe à 1 an. Et donc on était encore à un degré supérieur. Pour l'instant, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond, puisque en fait il s'est prononcé de façon assez récente, mais il s'est prononcé en fait pour des motifs qui sont uniquement des motifs de procédure, parce qu'en fait il a considéré que l'introduction de ces dispositions était ce qu'on appelle un cavalier législatif, et donc par conséquent en réalité le texte n'avait pas apporté sur ce durcissement du droit du sol, mais par conséquent il s'est pas non plus prononcé. Et donc on se retrouve aussi dans cette situation où si on veut mettre un terme au droit du sol à Mayotte, on sait fondamentalement que ce n'est pas possible, puisque en fait cet article 73 de la Constitution permet d'avoir des dispositions qui sont des dispositions dérogatoires, mais le pouvoir constitutionnel a prévu que c'était dans une certaine mesure. Et dans une certaine mesure, ça veut dire qu'il peut y avoir des différences, mais elles ne doivent pas être aussi notables qu'en fait, ça viendrait à établir une législation qui serait une législation qui n'aurait rien de comparable avec le droit, notamment qu'on appliquerait en métropole. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Gérald Darmanin a annoncé que non seulement il voulait supprimer le droit du sol, mais que ça pourrait se faire par le biais d'une réforme constitutionnelle, qui serait aujourd'hui la seule possibilité pour pouvoir supprimer le droit du sol. Mais on rentre véritablement, moi, me semble-t-il, dans un engagement qui est parfaitement contraire à un certain nombre de nos engagements internationaux, et je dis notamment parce que ça viendrait se percuter avec le principe d'égalité devant la loi, parce que non seulement on vient finalement établir un traitement différencié, et après toute la question également de ce traitement différencié, c'est le point de savoir si en plus, même si on reconnaît finalement la pertinence d'un tel instrument, ce qui n'est absolument pas établi, il faudrait en plus établir son efficacité. Et ce serait de dire que finalement, c'est en mettant un terme au droit du sol qu'on résoudrait la situation à Mayotte. Mais je pense qu'on a bien vu à travers les différentes interventions que ça peut absolument pas être ramené à la seule question à la question tout court du droit du sol, parce qu'en fait Mayotte traverse une crise endémique depuis des années qui a donné lieu à une succession de rapports, et que l'État, après effectivement, est-ce qu'il était volontaire ou non, mais le fait est qu'il a été défaillant, et que c'est cette défaillance aujourd'hui dont il est en train de devoir tenir toute la responsabilité, et en faisant un choix qui est un choix purement électoraliste, à savoir mettre cette responsabilité qui est en réalité la sienne sur la question du droit du sol, qui était une réclamation de longue date de l'extrême droite. Mais oui, c'est ça. C'est un énième en fait coup de com de Gérald Darmanin, qui maintenant nous y a habitués, qui en plus répond effectivement aux attentes de l'extrême droite, qui n'a pas tardé d'ailleurs à le féliciter, ou à lui dire en tout cas c'est ce qu'on vous demandait de faire depuis un moment. Donc oui, puis on sait aussi que la porte est ouverte après pour que ce soit appliqué à tous les autres départements. Exactement, c'est Mayotte laboratoire de nos politiques migratoires et d'autres politiques par ailleurs, mais bon, là on parle des migrations. Effectivement, s'il commence par faire ça à Mayotte, qu'est-ce que ça sera ensuite sur le reste de la métropole plus tard? Et effectivement, comme le disait Vincent,
Aucune étude aujourd'hui scientifique ne montre que la fin du droit du sol, la suppression du droit du sol aurait un impact supposé sur les mouvements migratoires. En réalité, je ne pense pas que c'est ça qui empêchera toutes les personnes que j'évoquais tout à l'heure, tous les profils qu'on a pu évoquer tout à l'heure, de tenter la dangereuse traversée pour rejoindre Mayotte. Par ailleurs, il y a tout un contexte aussi à rappeler sur Mayotte, qui est quand même une île qui a été séparée, qui faisait partie d'un archipel, l'archipel des Comores, qui a été séparé des autres îles. Et c'est vrai que c'est une situation que beaucoup aujourd'hui qualifient d'intenable, parce que ça crée de fait des inégalités entre plusieurs îles, et les Nations Unies ne reconnaissent pas Mayotte comme étant rattachée à la France. Alors il s'agit pas de nier la départementalisation, mais c'est quand même un contexte aussi géographique et historique à souligner. C'est une situation extrêmement compliquée. J'aimerais continuer avec toi, Nejma. On vient d'évoquer différentes frontières. On pourrait évoquer aussi celle avec l'Espagne, dont les problématiques évoquées se rejoignent dans d'autres mesures. Mais il y a aussi d'autres frontières, cette fois-ci invisibles pour les personnes qui s'installent sur le territoire français. Donc ce sont celles intérieures. Et on va parler d'un système d'exploitation aveugle dans lequel plongent et auquel font face les personnes étrangères. Et c'est l'objet de ton livre, 2 € de l'heure. Est-ce que tu peux nous parler du travail d'enquête que tu as effectué pendant 2 ans sur le travail illégal effectué par les personnes sans papier, et j'aimerais te demander pourquoi tu as choisi d'enquêter sur ce sujet qui est complètement un angle mort en France sur la recherche. Oui, effectivement, ouais, c'est un angle mort, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, quand on travaille sur les migrations, et en l'occurrence, c'est vrai que c'est ma rubrique à Mediapart, on est forcément amené à rencontrer beaucoup de personnes en situation dite irrégulière, ce qu'on appelle plus communément les sans-papiers, et qu'on peut qualifier de manière plus péjorative comme étant des clandestins ou des illégaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes, elles avaient énormément de choses à dire, qu'elles étaient très présentes en France, qu'elles étaient aussi pleinement insérées sur tous les plans, notamment sur le plan social, le plan professionnel, le plan familial, parce que c'est aussi des personnes qui fondent parfois des familles en France, qui ont des enfants scolarisés, qui suivent leur scolarité malgré parfois les barrières de la langue. Et en fait, on les entend depuis quelque temps, notamment dans la bouche de Gérald Darmanin, souvent comme qualifiés de voyous ou d'étrangers délinquants qu'il faudrait à tout prix expulser du territoire français parce qu'elle représenterait une menace. Et je me suis dit que c'était essentiel. Donc ça a commencé il y a à peu près 2 ans et demi, ce travail d'enquête, de réhumaniser cette question, de mettre, tout comme on peut le faire sur les morts aux frontières, un nom, un visage derrière ces personnes qu'on qualifie de sans-papiers, et raconter tout simplement qui elles sont en fait, parce que c'est monsieur et madame tout le monde, c'est des personnes comme vous et moi qui ne cherchent qu'une chose, c'est pouvoir vivre dignement et travailler dignement en France, ce qui n'est malheureusement pas le cas puisqu'elles sont en situation de vulnérabilité sur le plan notamment administratif pour les papiers, et que donc ça laisse la porte ouverte finalement à tout un tas d'employeurs, y compris des particuliers, pas seulement de grosses entreprises, pour les exploiter. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le système d'exploitation, il profite à tout le monde, à l'État, aux patrons, aux particuliers. Enfin, on voit bien qu'il y a tout un chaînon d'abus qui sont tout simplement opérés. Ça représente combien de personnes ? Alors, les personnes sans papier en France, elles se situent entre 700 et 800 000, selon les chiffres donnés par Gérald Darmanin, et ça se base sur notamment l'aide médicale d'État. Donc, on sait qu'il y a entre 300 et 400 000 personnes qui en bénéficient, mais on sait aussi qu'il y a 50% des personnes qui sont éligibles qui n'y ont pas recours. C'est ça. C'est ça. Donc, on multiplie à peu près par 2 et on arrive à cette fourchette-là qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur. On peut supposer qu'une majorité d'entre elles travaillent. Évidemment, il y en a qui ne travaillent pas, mais c'est vrai qu'une majorité d'entre elles travaillent ou a au moins de temps en temps des missions, des petites missions à la journée qui vont être payées. Ça peut être 2 € de l'heure, ça peut être 40 ou 50 € à la journée. C'est le cas, par exemple, dans le BTP pour les personnes qui font le pied de grue, sans mauvais jeu de mots, devant les magasins de bricolage comme la plateforme du bâtiment ou le Roi Merlin, dans l'espoir d'avoir une petite mission à la journée.
On arrive à la fin de cette émission. C'était beaucoup trop court. En fait, on a tellement de sujets à évoquer. Ça mériterait une autre émission, clairement, même voire 2, 3, 4, 5. C'est absolument colossal tout ce qu'on pourrait y raconter sur les politiques, sur la politique migratoire française, qui est, comme on le voit, répressive et déshumanisante, ou en tout cas qu'elle empêche d'accéder, elle empêche aux personnes d'accéder à leurs droits dans certains cas. J'aimerais vous remercier. Et donc, Nejma, on peut retrouver ton livre aux éditions du Seuil. Merci. Ça s'appelle 2 € de l'heure. Pareil pour toi, Louis Walter, on peut retrouver également ton livre aux éditions du Seuil. Ça s'appelle L'Abattu. Et merci infiniment pour ton éclairage juridique, Vincent. On peut tous retrouver vos travaux sur les réseaux sociaux, notamment Nejma sur tes articles sur Mediapart, ou encore Louis sur Twitter, et tes éclairages juridiques aussi sur Twitter que tu fais souvent, Vincent. Merci à vous. Nous, on se retrouve le 12 mars prochain pour une nouvelle émission. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.